Citoyens du monde, bonsoir, j'espère que vous allez bien en cette heure tardive où nous célébrons le fait que le FC Nantes est la seule équipe, il me semble, en France à être invaincue face au grand Paris Saint-Germain. Deux scénarios quasiment identiques, un FC Nantes au bloc bas qui, malgré tout, concède le premier but avant de parvenir à égaliser, même si là c'était beaucoup plus tardif pour le FC Nantes et pour Douglas Augusto, qui est officiellement un milieu de terrain de classe, vraiment de très grande classe, et on a une chance folle de l'avoir. Alors comment analyser ce match et comment surtout analyser la saison des Canaries, parce que ce match-là est la preuve encore une fois, et je crois que c'est vraiment l'histoire de la saison du FC Nantes, une équipe qui est capable de faire de vraies belles prestations face à des gros. Je pense aux 4 points pris sur 6 face à Nice, aux 4 points pris sur 6 face à Lille, et surtout voilà, le FC Nantes est la première équipe, il me semble, en France à être invaincue face à ce Paris Saint-Germain-là. Au Parc des Princes, Nantes était allé chercher un point et avait pu un peu se relancer, et ça avait permis à l'époque de sauver un peu la tête d'Antoine Comboiré. Nantes réitère l'exploit, même s'il faut mettre des guillemets, ce n'est pas une victoire malgré tout, mais c'est un point qui a quand même une saveur particulière pour l'FC Nantes, surtout dans une quête au maintien où chaque point compte. Et donc voilà, ce FC Nantes là est parvenu à titiller le PSG, et au but de la seconde mi-temps, alors je parle évidemment avant la barre transversale de Gonçalo Ramos, mais ça venait un peu récompenser une ambition nantaise qui a plutôt bien réagi finalement après le but parisien et qui est resté vraiment dans la lignée de son match, qui était à savoir très solide défensivement. De toute façon on s'y attendait, Comboiré avait dit en conférence de presse on va arriver au match, on aura un point en coup d'envoi, le but c'est de le garder ou au moins qu'à la fin du match on en prenne un, quoi. C'est éviter déjà une rouste et éviter une défaite. Nantes est parvenu donc à le faire. Alors pour vous faire un petit résumé de la rencontre, j'ai été plutôt surpris par par la solidité défensive de cette équipe, parce que entre le match aller qui était, il me semble, fin novembre, et aujourd'hui il s'est passé beaucoup de choses. Alors évidemment Alban Lafont a été écarté, il y a eu l'arrivée d'Anthony Lopez, de Seydou Sow, les deux n'ont pas joué ce soir, et surtout Nantes en 2025 a une attaque qui fonctionne mieux, mais a surtout une défense qui est capable de prendre l'eau. On l'a vu à Rennes la semaine dernière, c'était catastrophique. Au Havre, je vous en parle même pas, c'était désastreux. De toute façon, je crois que la saison des Canaries se résume justement aux 2 matchs nuls face au PSG, mais par contre face au Havre, on se prend défaite sur défaite. Bon, voilà, cette équipe est vraiment illisible. Mais bon, on a vu un Nantes vraiment solide défensivement, et dès le début, on a senti des Canaries qui avaient envie de donner le ton. Alors évidemment, à la Beaujoire, on sent que cette équipe fonctionne mieux, se sent plus pousser des ailes, se sent plus soutenu et a davantage la faculté à rester dans son match. C'est en tout cas l'analyse que j'en fais. Alors forcément avec une Beaujoire, avec on a vu là les feux à l'animation d'entrée, avec des feux de tous les côtés. Bref, je pense que l'ambiance était au top. 35 000 spectateurs un mardi soir. Bon, on sait, c'est le PSG, il y avait des chances que ce soit guichet fermé, mais c'est quand même à saluer, surtout pour un match qui a été décalé, parce qu'il était initialement prévu il y a 10 jours. Donc voilà, Nantes était bien dans son match, on l'a senti vraiment pousser des ailes, même en début de match, on a vu des contre-attaques, et Nantes avait même peut-être moyen de marquer sur une ou deux situations. Alors pas d'occasion franche à se mettre sous la dent en première mi-temps pour Nantes, mais une équipe bien en place, et c'était la première chose à avoir dans ce match, parce que Nantes revient de loin. Encore une fois, le match face à Rennes était un des pires de la saison, vraiment, et pour un derby ça la fout quand même plutôt mal. Nathan Zézé revenait de blessure, on le revoit titulaire. Castelletto, pareil, qui lui aussi a pas été bon face à Rennes et qui revenait de 2 matchs de suspension, et qui, voilà, Castelletto a une saison très compliquée, et ce soir il répond présent. C'est évidemment à se poser la question si les joueurs ne choisissent pas leur match. Je pense que la réponse est pour moi oui, évidemment. Il y a des joueurs qui choisissent vraiment leur match à Nantes, mais il y en a aussi qui confirment, et je pense évidemment à Douglas Augusto, qui finalement s'affirme vraiment comme certainement le meilleur joueur de Nantes quasiment sur la saison, parce que même Simon a parfois des moments plus de doute ou des moments où on le voit moins. Douglas, je trouve que c'est quand même plutôt constant, donc peut-être pas le meilleur joueur de Nantes, mais du moins le plus régulier sur la saison quasiment. Donc voilà, Douglas Augusto, on a une chance folle de l'avoir dans la course au maintien. Je pense que toutes les équipes aimeraient avoir le milieu brésilien dans son entrejeu. Mais malgré les bonnes velléités nantaises en début de match, Paris a commencé à mettre le pied sur le ballon. Alors on a vu la possession dangereusement aller vers les 20% pour le FC Nantes et donc 80% pour le PSG, qui a commencé à mettre un peu son jeu en place. Alors côté parisien, il y avait quand même une compo assez proche de l'équipe type. Seul Hakimi, Pacho et il me semble Barcola ou Désiré Doué étaient absents sur la feuille de match, mais Farah était là, Nuno Mendes était là, Fabian, Vitinha, João Neves, bref, l'équipe était quasiment au complet. Et donc Paris a pu facilement retrouver son jeu, son aisance balle au pied, et a pu commencer à inquiéter un peu les Nantais, dans un premier temps sur un coup de pied arrêté avec un ballon boxé par Patrick Carlgren, et puis le but est, sans être exceptionnel, Paris est capable de faire mal. Paris est létal cette saison, on le sait et on l'a vu, c'est Vitinha qui,
Bon, de toute façon, il n'y a plus besoin de présenter le joueur et est allé inscrire un but qui n'était pas évident du tout. C'est Fabien Ruiz, il me semble, qui dévie un ballon juste devant Nathan Zézé. On joue la 35e environ et vraiment à bout de pied, Vitinha, mauvais pied gauche, mais il est vraiment en bout de course, quoi. En extension, il arrive à armer une frappe vraiment puissante qui vient tromper un Patrick Karlgren pas exempt de tout reproche parce que certes le ballon part vite, mais elle n'est pas non plus forcément très bien placée. Suffisamment en tout cas pour ouvrir le score et Paris qui prend l'avantage à la 35e. On se dit évidemment que voilà, ça fait très mal pour le FC Nantes qui était plutôt bien dans son match, qui s'attelait à bien défendre. On voyait un Nathan Zézé qui était bon, on voyait un Kelvin Amion qui était bon, un milieu nantais qui résistait plutôt bien. Seul Chirivella avait un peu de mal en première mi-temps face à la pression des milieux parisiens. Mais voilà, on voyait notamment Le Penant, qui était une des grosses questions que je me posais avant le match. Le Penant, il faut savoir qu'il est quand même plus titulaire depuis pas mal de temps. Alors, il a été titulaire face au Havre, mais avant, ça faisait depuis... il fallait remonter au match face à Lens pour revoir une trace d'une titularisation de Joël Le Penant. Donc lui aussi, il fallait qu'il confirme, qu'il regagne sa place. Il a plutôt fait le taf ce soir. Donc voilà, plein de points positifs globalement pour ce FC Nantes, même si les Canaries étaient menés 1-0 à la mi-temps. Je pense que la Beaujoire était pas... Alors la Beaujoire avait de quoi être triste du jeu proposé par Antoine Comboiré, on le sait, bloc bas, mais néanmoins ça a bien gêné les Parisiens. Et surtout, le PSG aurait pu inscrire le deuxième but juste avant la mi-temps. La mi-temps est arrivée quand même à point nommé. On sentait que ça commençait un peu à s'étirer dans le bloc nantais, que les relances étaient de plus en plus difficiles et allaient beaucoup plus facilement dans les pieds parisiens. Et puis c'est sur un centre de Kvaratskhelia, me semble, et bien c'est Joao Neves qui va armer une reprise de volée au second poteau. Première vraie belle arrêt de Patrick Karlgren qui, voilà, un réflexe, il va réussir à bien bouger son bras gauche pour pouvoir sortir le ballon en corner. Donc là, Nantes passe pas loin de la correctionnelle parce qu'à 2-0, on sait que c'est endgame, on baisse les volets, c'est terminé. Donc Nantes revient au vestiaire avec 1-0 et peut-être que cette frayeur finalement a permis à Nantes de rentrer au vestiaire en se disant bon, on perd 1-0 mais ça aurait pu être pire. Merci Patrick Karlgren de nous avoir sorti cet arrêt-là. Finalement Karlgren, moi j'avais très peur parce que son entrée face à Rennes suite à la blessure d'Anthony Lopez, j'étais pas du tout rassuré. Sur le but rennais en toute fin de match, je maintiens que il se trompe un peu, il saute un peu trop tôt et son extension est pas bonne. Autant là, sur ce match-là, ce soir, il y a quasiment rien à lui enlever. Décidément, c'est le héros nantais des matchs face au PSG. Rappelez-vous son match aller où il avait sorti 9 arrêts. Et bien là, ce soir, il s'est illustré surtout en deuxième mi-temps dans un second contact. Je vais pas dire dominé par les Nantais, mais où les intentions nantaises se sont vraiment confirmées, avec évidemment plus d'allants offensifs, parce que oui, Nantes était mené au score, il fallait réagir, à l'image d'ailleurs d'un changement assez symbolique d'Antoine Comboiré, l'entrée de Mostafa Mohamed à la place de Nicolas Pallois. Alors, Nantes va avoir plusieurs situations intéressantes, notamment sur des phases de transition rapide avec Moses Simon, qui... Je trouve, et Simon et Ablin, avant les 15-20 dernières minutes, étaient globalement très brouillons, notamment dans leurs derniers gestes. Ablin avait même du mal à faire quelconque différence, là où Simon parvenait à faire quelques différences sur son côté, mais sans avoir la réussite. Il y a évidemment le sujet pour Moses Simon des corners. Je trouve vraiment pas que c'est un bon tireur de corner, le Nigérien, mais bon. Quant à Sorba Thomas, qui d'autre peut les tirer à part lui? Bon, on sait que Simon, c'est un corner sur deux, ça va, c'est tiré trop bas et c'est dégagé par la défense du PSG. Là, ça s'est confirmé ce soir. Mais bon, dans un match où les deux feux follets nantais étaient globalement brouillons, l'entrée de Mostafa Mohamed a peut-être apporté du dynamisme un peu à l'attaque, avec évidemment toujours beaucoup de déchets techniques dans le jeu de l'Égyptien, mais ça a surtout permis à Mathis Ablin de se retrouver à une position qui est plutôt favorable de son côté. C'est cette position d'ailier droit qu'il aime occuper. On l'avait vu, rappelez-vous, quand Nantes est allé s'imposer à Reims, où il avait sorti un match XXL, c'était sur ce côté droit où il arrive à avoir plus d'espace, à prendre de la vitesse, et une fois qu'il est lancé balle au pied, on sait qu'il est capable de faire des dégâts. D'ailleurs, Pacho on a encore une fois fait les frais ce soir en toute fin de match. Donc voilà, on a vu, voilà, l'entrée de Mostafa Mohamed a permis au FC Nantes d'asseoir encore un petit peu plus ses intentions offensives. Il y a eu évidemment cette frappe de Jean-Charles Castelletto détournée par Gianluigi Donnarumma. On a vu un Castelletto qui s'est beaucoup projeté offensivement et ce qui a créé un petit... Voilà, je pense que la défense parisienne ne s'attendait pas à le voir dans cette position-là, ce qui a créé une sorte de surnombre dans la projection nantaise, et ça a vraiment fait mal au PSG, je trouve, et ça a permis au FC Nantes de parfois avoir des phases de possession qui pouvaient durer jusqu'à 45-55 secondes, qui... rappelez-vous du match aller, n'arrivait quasiment pas, et quand le FC Nantes est vraiment dominé dans la possession, en général les Canaries ont du mal à aligner 3 passes. Le fait de voir les montées de Castelletto, qui encore une fois quand il n'est pas dans un poste de défenseur central, dans une charnière à 2,
il est beaucoup mieux que ce soit en piston ou surtout en axial droit où il peut se permettre de monter un peu balle au pied. On l'a vu vraiment super intéressant. Alors il ne pensait pas se retrouver quasiment en face à face avec Donnarumma, ce qui fait qu'on voit qu'il hésite énormément avant sa frappe. Il se dit bon, je vais bien réussir à la passer à Simon, ah merde, il bloque toutes les passes, comment je vais faire? Il a finalement fini par armer sa frappe, plutôt pas mal, elle était croisée, Donnarumma sort une belle parade et sauve un peu le PSG à ce moment-là. Mais en réalité, il n'a fait que retarder l'échéance puisque le FC Nantes est allé inscrire le but de l'égalisation en toute fin de match à la 83e sur un déboulé de Mathis Ablin suite à un très bon travail de Le Penant qui a obtenu une touche, l'a joué rapidement. Ablin qui va prendre de la vitesse, il va réussir à passer entre deux Parisiens. Sa dernière touche de balle est malheureusement de trop, mais en réalité Pacho dévie le ballon et fait une passe décisive sans rendre compte à Douglas Augusto qui est entré de surface, assure avec son pied gauche une frappe magnifique qui laisse Donnarumma bouche bée. Le FC Nantes égalise à la 83e et au vu des intentions nantaises en deuxième mi-temps et surtout à quel point Paris a plutôt mal joué ses phases de contre-attaque, on se dit que c'est plutôt mérité pour les Canaries. Et maintenant que le FC Nantes a réussi finalement à faire le plus dur, à égaliser, on sait ce qui se passe dans la tête d'Antoine Comboiré. Changement plutôt défensif, entrée de Santon, ce qu'on avait pu revu depuis la guerre de 100 ans, et entrée également de Tino Kadewere, qu'on a vu dans une position de milieu central aux côtés de Douglas Augusto, qui m'a plutôt surpris. Et on sent qu'il a encore, il faut encore qu'il retrouve un peu de rythme, parce que c'était un peu l'envoyer au casse-pipe dans une fin de match comme ça face au PSG. Néanmoins, le FC Nantes a tenu, non sans mal. Gonçalo Ramos a touché la barre transversale sur un centre, mais pépite de Désiré Doué. Donc voilà, le FC Nantes va prendre un point. J'ai aussi oublié, je crois qu'il y a eu une occasion pour Bradley Barcola, une super sortie de Patrick Carlgren qui globalement aura eu un rôle vraiment déterminant dans ce match nul nantais en gardant sa cage inviolée en deuxième mi-temps, alors que Paris a eu quelques situations de contre sans forcément bien les exploiter, mais du moins le gardien suédois a su répondre présent. Un peu, finalement, on voit quand même des similitudes entre le match aller et le match retour. Nantes prend donc un point, mais donc Saint-Etienne a en quelque sorte 2 victoires du FC Nantes, c'est-à-dire que Saint-Etienne devra gagner 2 matchs pour passer devant Nantes. Et surtout, je pense que les concurrents nantais, les concurrents au maintien ne s'attendaient pas à voir le FC Nantes prendre un point face au PSG, qui est globalement qui est invaincu depuis le début de saison et qui surtout est une machine à gagner. Même quand Paris met une équipe B avec des gosses de 16 ans, ils sont capables de battre le Havre, on l'a vu le week-end dernier. Donc voilà, Paris, tout le monde pensait que Paris allait prendre les 3 points ce soir à la Beaujoire, mais les Canaries en ont décidé autrement. Antoine Comboiré doit être amplement satisfait du match de guerrier de ses joueurs, c'est exactement ce qu'il attendait, je pense. Et donc voilà, Nantes se fait du bien, je pense que Nantes là a une fin de saison globalement plus facile, même si au FC Nantes sur les matchs faciles il faut mettre des guillemets, parce que Nantes a énormément de mal justement face à des équipes de son championnat. Donc là Nantes va jouer Angers, Montpellier, Toulouse, ces équipes là, Auxerre également. Il faudra voir comment Nantes prendra ces matchs là. Une chose est sûre, c'est qu'une victoire permettrait d'assouvir complètement le maintien au FC Nantes et de pourquoi pas pouvoir s'offrir une fin de saison un peu plus libérée en essayant de se projeter vraiment offensivement, parce que cette équipe est quand même capable d'avoir des phases vraiment intéressantes dans le jeu. Il y a des joueurs qui sont vraiment attachants dans cette équipe, Simon, Ablin, Douglas Augusto, même Nathan Zézé qui ce soir fait un match de patron. Et quand je sais qu'il y a, je crois, 3 matchs encore à la Beaujoire d'ici la fin de saison, une victoire dès dimanche prochain par exemple face à Toulouse permettrait pourquoi pas au public de la Beaujoire de voir une équipe plus libérée et pourquoi pas enfin du spectacle dans une nouvelle saison de galère. Donc voilà, c'est évidemment ce que je peux souhaiter. Mes tops et mes flops, alors 3 tops qui vont être directement trouvés. Nathan Zézé, je l'ai vraiment trouvé bon, c'était une grosse question que je me posais parce que face à Rennes je l'avais trouvé complètement en dedans, même si sa deuxième mi-temps était mieux. Là on voit qu'il a complètement repris du rythme, et peut-être que cet épisode, suite à sa fracture à la cheville il me semble, et le fait qu'il ait été 3 mois dans la peau de quelqu'un qui doit revenir et qui doit se remettre au niveau physiquement, techniquement, qui doit reprendre le rythme, ça lui a peut-être forgé de l'expérience et il s'est peut-être senti plus légitime d'être à sa place, titulaire en Ligue 1. Des fois, il y a peut-être un syndrome de l'imposteur, vous savez, un jeune qui se retrouve comme ça dans un grand match, un match de gala, et se dit mais qu'est-ce que je fais là? Il y a à peine 2 mois, je jouais avec les U19. Là, le fait qu'il est passé par un épisode comme ça, là, j'ai vraiment trouvé qu'il a fait un match de patron, et j'insiste sur ce mot-là, c'est que je trouve qu'il a gagné en assurance. Parfois, il y a des duels
qui ne veulent quasiment rien dire, mais on voit quand même que son engagement est là, et bon, il y a eu beaucoup de réussite, notamment sur certaines de ses relances, mais c'est beaucoup mieux qu'en début de saison. Voilà, on sent un Nathan Zézé qui s'affirme, voilà, c'est vraiment le terme que je vais employer, et qui se sent de plus en plus légitime à être patron dans cette défense nantaise, et on verra, Nicolas Palois est en fin de contrat, c'est pas impossible que Jean-Charles Castelletto quitte le navire Canaries également cet été, mais si Nathan Zézé reste, il aura vraiment un rôle l'année prochaine avec un certain leadership à affirmer dans cette défense, et donc ce sera à lui voilà, de sortir des matchs comme ça, taille patron. Il avait également été bon au match aller, on sent que c'est sa position préférentielle là, en couverture dans une défense un peu à 3 parce qu'il a des vraies qualités défensives qui sont très bonnes. Il lui reste encore à gagner, notamment techniquement, dans ses passes, dans sa vision de jeu. Parfois tu sens qu'il dégage un peu le ballon vite fait, mais voilà, là dans sa lecture des ballons et dans sa lecture des offensifs parisiens, des courses des offensifs parisiens, il a vraiment été très bon et décisif, pour le coup c'est le bon mot. Donc voilà, je mets évidemment Nathan Zézé parmi les tops du match. Autre top que je veux mettre, pour moi c'est l'homme du match, Douglas Augusto. Bon bah de toute façon, il est globalement, je pense que vous regardez mes 5 derniers débriefs, il est à chaque fois parmi les tops et c'est légitime. 4e but malgré tout de la saison pour lui, une nouvelle fois décisif, hein, un but qui a son importance parce qu'il permet au FC Nantes de glaner un point. Et puis surtout, il se projette encore une fois à la 83e pour mettre ce but, une frappe magnifique. Mais avant ça, faut pas oublier qu'il s'est encore empilé les 11 km sans quasiment toucher un ballon, parce que voilà, c'est ça la défense face au PSG, et toujours beaucoup d'impact, d'agressivité. C'est comme un symbole de le voir avec le brassard en fin de match, c'était le cas face à Rennes, il avait le brassard. Alors on sait que c'est pas forcément pratique pour lui parce qu'il parle pas français et auprès des arbitres, c'est compliqué, mais ça a surtout une valeur symbolique de ce que représente le joueur dans l'effectif nantais, à savoir un garçon qui ne lâche jamais rien, et ça, évidemment, le public de la Beaujoire l'apprécie. Et Antoine Comboiré doit l'apprécier aussi parce que ce score, ça nous ramène encore une fois un point. Son match XXL face à Nice nous avait rapporté 3 points il y a 2 semaines. Une chose est sûre, c'est que quand Nantes sera maintenu, à l'heure de dresser le bilan, Douglas Augusto sera certainement un nom à mettre tout en haut de la pile de la saison nantaise. Donc voilà, Douglas Augusto, voilà, un match de patron. Le 3e top, il y a plusieurs noms que j'aimerais évoquer. Il y a Patrick Algren qui aura fait une 2e mi-temps vraiment bonne. Calvin Amian qui, pareil, un peu comme le Penant, revient un peu. Il a eu une période un peu plus difficile, mais là, il recommence à s'affirmer. Là, j'ai bien aimé ce côté droit, côté nantais, parce que là où avant Castelletto restait vraiment dans cette défense et ne bougeait pas, maintenant le fait qu'Amian ait été testé en tant qu'axial droit, ça permet, on les voit un peu voilà, échanger leur place. Des fois on voit Castelletto monter balle au pied ou se projeter un peu plus, du coup Amian sait qu'il faut qu'il se repositionne un peu plus axial, et les deux joueurs arrivent à plutôt bien se comprendre. J'ai trouvé ça intéressant. Alors est-ce que Nantes peut se permettre de le reproduire par exemple face à Toulouse dimanche prochain? Je pense pas, parce qu'il n'y aura pas une configuration aussi défensive, du moins je l'espère, parce que sinon ça va être encore une après-midi très longue. Mais bon, voilà, donc Amiens, pareil, que je vais mettre parmi les tops. Castelletto aura vraiment fait un bon match. Et pour le coup, j'ai un mea culpa à faire dans le sens où je le mets beaucoup dans les flops, et pour moi, à juste titre, Castelletto est pour moi le symbole un peu des cadres qui ne répondent pas présents côté nantais. Autant, je trouve que je me demande si ce garçon a pas fait sa carrière au mauvais poste, parce que je trouve vraiment que c'est un latéral un peu défensif, et je trouve qu'il a quelque chose quand il se projette. Je trouve vraiment que quand il est dans un autre poste, ou déjà du moins dans une défense à 3, où il a un peu plus la liberté de se projeter, où il a un peu plus la liberté de pouvoir relancer le ballon, il a des vraies qualités à mettre en avant. Alors évidemment, quand je parlais des joueurs qui choisissent leur match, lui aussi il faut le mettre tout en haut de la pile, mais si on gomme un peu ses erreurs, c'est un joueur qui a vraiment des qualités, et ça nous laisse évidemment des regrets, je pense, sur sa fin de passage à Nantes. Bon, on verra la fin de saison pour Castelletto, et puis pareil, le Penant qui aura fait aussi un bon match. Donc voilà pour mes tops. Alors j'ai pas beaucoup de flops à mettre. Kodza a peut-être été moins en vue, peut-être été le joueur le moins en vue dans la défense nantaise. Chirivella sous pression a effectivement commis quelques erreurs, et puis Ablin en soi avant le but nantais. Alors il fait beaucoup d'efforts, il compte pas ses efforts, mais c'était trop brouillon. Donc voilà, mes 3 flops à mettre avec des guillemets, parce que leur match reste évidemment globalement correct: Chirivella, Kodza et Mathis Ablin. Donc voilà, en tout cas, j'espère que ce débrief vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans l'espace commentaire et à vous abonner à ma chaîne YouTube. Allez, ciao!